Bienvenue sur Hippocampe. Hippocampe est un podcast créé il y a maintenant quelques mois afin de donner la voix à toutes celles et ceux qui ont rencontré ou qui rencontrent encore aujourd'hui un trouble, une problématique en santé mentale. Avec cœur, force et courage, ces témoignages parlent souvent de difficultés, de souffrances, mais aussi de détermination et d'exploration personnelle. Dans ce 9e épisode, nous allons parler du trouble de la personnalité borderline, qui se caractérise par des perturbations intenses au niveau émotionnel, comportemental, relationnel et de l'image de soi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager ce titre d'une émission de France Inter avec Clara Issé qui dit « Est-ce au cœur de la nuit que l'on trouve les lumières les plus puissantes ?» Pour mieux appréhender ce trouble, complexe et parfois méconnu, j'accueille aujourd'hui au micro d'Hippocampe Fio. Fio a 28 ans et a reçu tout récemment le diagnostic du trouble borderline. Bonjour Fio. Salut Marie. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir proposé de participer, ça me fait vraiment très plaisir et je suis très heureuse d'être là. Super. Est-ce que du coup, pour commencer, tu pourrais te décrire en quelques mots ? Yes, donc moi c'est Fio, j'ai 28 ans et j'habite à Bruxelles avec mon chat. Je travaille dans une société de distribution de jeux de société. Donc je m'occupe de tout le côté créativité, donc design, articles de blog, site web et événementiel. Voilà, ce que j'aime faire, c'est bouger, tout ce qui concerne le mouvement et la variété et la créativité. Donc j'aime beaucoup faire du sport, notamment du crossfit en ce moment. J'aime bien faire de l'improvisation. J'aime bien créer des surprises pour mes amis. Et j'adore surtout tout ce qui concerne la psychologie, le bien-être et la neurophysiologie. Et j'espère pouvoir travailler un jour dans ce domaine-là pour pouvoir aider autrui. Je pense que si je devais me caractériser, je dirais que je suis quelqu'un du coup de très intense, positivement comme négativement. Je pense que voilà, on vit avec moi les montagnes russes et on adore ou on déteste. Que voilà, je suis très passionnée, très peps, très dynamique et aussi du coup très angoissée et je peux être aussi très inquiète. Voilà, merci pour cette première présentation. En échangeant, donc pour préparer cet épisode, tu m'as parlé d'un moment de crise que tu as vécu autour de tes 18 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc quand j'avais 18 ans, il faut savoir que j'ai vécu au Brésil quelques années et que je suis française à la base. Je suis ensuite revenue en Belgique en ayant une relation à distance avec quelqu'un qui habitait au Brésil. Et après quelques mois de relation à distance, à 18 ans, nous avons décidé ensemble de prendre la décision que lui viendrait faire ses études en Belgique pour moi, pour nous, pour notre relation. Et donc j'avais très hâte de vivre cette période. Je comptais commencer des études de pharmacie et ça allait être super. Et en fait, à peine il est arrivé, au bout de littéralement quelques jours, j'ai commencé à ressentir mes premiers symptômes d'angoisse. Et donc, j'ai ressenti une première crise d'angoisse qui s'est manifestée pour moi en sensation de mort imminente. Donc, j'avais la sensation que j'allais mourir là tout de suite. Et très vite, je me suis sentie étouffée dans la relation. Une pensée en boucle qui venait était la suivante. Comment faire si un jour j'ai envie de rompre avec lui alors qu'il est venu pour moi du Brésil ? Et j'ai commencé à avoir des crises de colère insupportables et ingérables. J'ai commencé à dissocier et en très peu de temps, j'ai commencé à vouloir, et même à le faire d'ailleurs, à m'automutiler. Et je me rappelle lui avoir dit il va falloir qu'on trouve une solution, sinon je vais être obligée de me suicider parce que ce que je vis est impossible à vivre en fait. C'est trop intense, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas possible. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. D'accord, j'entends dans ce que tu me dis ce moment de crise vraiment très très intense. Est-ce que du coup c'était la première fois ou est-ce qu'il y avait eu par le passé du coup d'autres difficultés que tu aurais pu ressentir notamment au moment de ton enfance ? Alors du coup, quand j'étais enfant, j'avais déjà des émotions très intenses de base, ça je le savais. J'avais aussi une tendance un petit peu à la victimisation aussi. J'avais beaucoup besoin d'attention et de reconnaissance. J'étais déjà, je pense, très passionnelle et très intense, à vouloir beaucoup la fusion avec les autres. Et j'avais souvent la sensation d'être incomprise, dans le sens où j'avais la sensation que mes parents ne validaient pas mes émotions et qu'ils trouvaient que j'exagérais. Évidemment, je leur en veux pas parce qu'ils ont fait avec leurs propres ressources et tout simplement, eux n'avaient pas des émotions aussi fortes et c'est compréhensible que du coup, ils ne comprenaient pas ce que je vivais. Et donc, c'est vrai que ça a été très dur. Et au-delà de ça,
Et là, ça a été encore plus dur. J'ai pris conscience du fait qu'un jour, j'allais mourir très jeune, sans éléments perturbateurs dans le sens décès de quelqu'un de proche ou autre. Et je voyais la mort comme le néant pour l'infini. Et cette pensée m'était tellement insupportable que des fois, quand j'y pensais souvent la nuit, j'étais prise par une sorte d'angoisse tellement suffocante et qui me figeait que j'étais obligée de me frapper, de me gifler pour penser à autre chose. Et la phobie est devenue de plus en plus forte. Et j'en ai parlé autour de moi et je sentais à quel point j'étais incomprise. Et du coup, j'ai décidé de tout intérioriser. Et j'ai un peu la sensation comme si tout était revenu dans ma figure à 18 ans quand mon copain est venu et que j'ai ressenti cette première sensation de mort imminente. Ouais, c'est très fort, hein, ce que tu nous dis là. Et du coup, j'entends qu'il y a une mise en mots, hein, que tu as pu faire, du coup aussi, ces dernières années, à partir de tes 18 ans, chose qui n'était peut-être pas forcément aussi possible avant. C'est ça qui était dur, c'est que jusqu'à mes 18 ans, je savais pas que le mot angoisse existait. Et donc, c'est vraiment à 18 ans que j'ai compris que clairement, à partir du moment où on s'automutile, on se dit qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui va pas. Je m'automutilais parce que la douleur mentale était tellement forte que du coup, je préférais me concentrer sur la douleur physique, de un. De deux, parce que j'avais la sensation que je devais être punie. Et donc, je m'automutilais pour me punir de, par exemple, par rapport à mon copain de l'époque, de vouloir rompre avec lui et d'avoir en effet d'ailleurs rompu avec lui quelques semaines après. Et donc très vite, en effet, j'ai décidé de consulter un médecin en premier lieu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait psychiquement dans ma tête. D'accord, donc tu as vu ce médecin, puis j'imagine d'autres professionnels. Comment est-ce que ça s'est passé du coup? Comment tu as été accompagnée? Est-ce que tu as eu des diagnostics qui ont été posés? Du coup, donc très vite, j'ai vu des psys. J'avais déjà vu un psy quand j'avais 16 ans, mais j'étais forcée à l'époque, ça se passait mal avec ma mère et elle avait voulu que je voie un psy. Donc c'était pas la meilleure méthode, même si je comprends ma maman évidemment. Donc là, j'ai vu mon premier psy, ma première psy en l'occurrence, je suis plus à l'aise avec des femmes. Et puis j'en ai vu une deuxième, et puis une troisième qui était spécialisée dans la gestion du stress et de l'anxiété. Et donc, elle m'a conseillé d'aller voir le psychiatre du centre qui m'a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé et qui m'a vivement conseillé d'être sous antidépresseurs. Ma psy disait que les antidépresseurs seraient un peu comme une béquille pour pouvoir travailler sur mes problèmes. Mes problèmes étant que mes angoisses avaient été tellement fortes de mes 18 à 20 ans qu'à un moment, en fait, mon cerveau a décidé de me dissocier pour me protéger. Donc les angoisses étaient vraiment si fortes que la dissociation est arrivée pour ainsi pouvoir me protéger de la vie, de la mort et de moi-même en fait, de mes émotions si intenses. Et donc du coup, je me suis retrouvée sous antidépresseurs pendant 1 an et demi. Je pense que ça a été quand même nécessaire parce que honnêtement, je n'arrivais plus à vivre sans. J'étais angoissée jour et même nuit. À un moment, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse dans mon sommeil. Honnêtement, je pense que la seule chose qui m'a empêchée de tenter de me suicider, c'est que j'avais beaucoup trop peur de l'après-mort. Donc, dans un sens, paradoxalement, ça m'a tenue en vie. Et donc, de fil en aiguille, ensuite, à 23 ans, suite à des conseils d'amis qui me disaient que j'étais sûrement haut potentiel, j'ai fait les tests et qui ont été confirmés comme quoi j'étais haut potentiel et hypersensible. Et j'ai continué sur ce cheminement-là en allant voir du coup différents psys et pour voir comment m'aider parce que je me sentais vraiment. Enfin, il y a eu toute une période où j'ai arrêté les études et je faisais des jeux vidéo pendant 12 heures. Je ne faisais que ça parce que ça me permettait de me sortir de mon corps, de me sortir de ma vie. Ou sinon, je buvais de l'alcool pour pareil ne plus penser à ma vie et me désinhiber. Ouais, j'entends que c'était une période compliquée où tu avais besoin aussi de parfois de te couper un petit peu de certaines émotions. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup qu'est-ce que tu ressentais autant physiquement que psychiquement? Ouais. Donc pendant la période la plus dark, c'était vraiment une angoisse perpétuelle quoi, qui me prenait dans tout le corps. Mais il y avait aussi donc de la déréalisation où je me sens en dehors de la réalité. Je vois trouble autour de moi, je ne sais pas trop ce qui se passe, je ne reconnais pas les gens, même si je sais que ce sont mes proches, je ne les reconnais pas en termes de sensations. Moi-même, je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais pas, je ne sais pas qui je suis.
Il y avait aussi vraiment un trouble identitaire d'alternance d'envie de projet, au niveau de la sexualité aussi, des questionnements par rapport à ma bisexualité. Il y avait énormément d'idéalisation et d'évalorisation de l'autre. Donc un coup, surtout mon copain, dans chacune de mes relations, un coup je le trouve formidable et je me dis que je suis trop heureuse d'être avec lui. Et puis ensuite, juste parce qu'il n'a pas rangé les chaussettes, là je me demande en fait pourquoi est-ce que je suis avec lui, et je doute, et je me dis que peut-être je devrais rompre, parce que peut-être je devrais être avec quelqu'un d'autre qui me correspond mieux. Et c'était toujours de façon très intense, et c'était toujours très chaotique et très fort, et surtout en quelques heures d'écart, quoi. Et donc ça s'est stabilisé au fur et à mesure du temps, notamment grâce à l'hygiène de vie. Je fais entre guillemets tout ce qu'il faut, et malgré que je fasse entre guillemets tout ce qu'il faut, il y a quelque chose qui va pas en fait. Et notamment, il y a quelque chose qui va pas parce que je ne comprends pas comment je peux aussi régulièrement, c'est-à-dire plus ou moins tous les jours, à un moment de la journée, être aussi mal, dans le sens où je me sens désespérée. Et c'est vraiment pour moi, s'il y a un terme que je devais mettre là-dessus, une émotion, ce serait le désespoir. Je me sens comme si ma mère était morte. Je ne sais pas ce que ça fait parce que heureusement, elle est encore en vie, mais je le ressens comme un décès. En fait, je ressens l'émotion aussi fort. J'ai déjà vécu des décès ou des ruptures. Eh bien, je vais me sentir comme ça le matin, sans raison apparente, et je n'ai plus envie de rien faire, entre guillemets. Je ne comprenais pas comment c'était possible de ressentir des émotions aussi fortes pour aussi peu, et surtout, je culpabilisais très fort, en fait. J'étais là, mais c'est pas possible, Fio, t'as tout pour toi, t'as un appart, t'as un chouette job, t'as des chouettes amis, t'as un copain, et comment tu peux te mettre aussi mal, aussi facilement? Donc, énormément de culpabilité, et d'avoir des pensées aussi négatives, aussi changeantes, d'avoir aussi peur du rejet, d'avoir aussi une estime de soi aussi différente. Donc je pouvais passer de je suis une surfemme, je suis incroyable, je suis si belle et intelligente, à mais enfin je ne mérite pas d'exister, je vais m'auto-saboter, je vais arrêter de manger parce que je ne mérite pas de manger. Et donc il y a eu tout ce cheminement. Là, c'est encore récent, hein, donc ça c'était encore l'an passé, à mes 27 ans du coup, non mais c'est pas possible, il y a autre chose. Ok, je suis au potentiel, ok, je suis hypersensible, ok, j'ai été diagnostiquée d'un trouble anxieux généralisé, c'est pas possible, ce que j'ai vécu c'est anormal, ce que je vis c'est anormal, il y a quelque chose qui coince, alors je vais prendre mon courage de main, entre guillemets, et je vais refaire toutes les recherches possibles pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, donc en effet, les diagnostics que tu avais eus jusqu'à présent ne semblaient pas forcément tout expliquer. Comment tu as fait avec ça? Est-ce que du coup tu es allé chercher d'autres réponses? Est-ce que tu es allé voir un autre professionnel? Donc fin 2022, je suis tombée sur le TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et je me suis très fortement reconnue dans les différents symptômes, notamment au niveau de l'impulsivité et de la concentration. Et j'ai trouvé une neuropsychologue dans ma région qui était spécialisée dans les HP et les TDAH. Et elle m'a demandé notamment d'avoir accès à mes bulletins, parce que le TDAH est un trouble qui se manifeste déjà avant les 12 ans. Et donc, elle voulait avoir accès à mes bulletins, et elle m'a posé beaucoup de questions sur ma concentration, mon organisation, et elle a également posé des questions à mes proches aussi, mes proches les plus proches, via un questionnaire. Et puis, au bout de quelques séances, il y a eu la question de la gestion des émotions. Et là, j'ai dit, ça, ça va être rigolo. Et donc, très vite, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir une neuropsy qui était qualifiée et qui a sorti son petit livre du DSM-5 devant moi et qui m'a dit je me demande si déjà vous me parlez de période dark de vos 18 à 23 ans, où maintenant ça commence à aller mieux, mais je me demande si vous ne seriez pas concerné par le trouble de la personnalité borderline. Et puis entre-temps, elle a fait ses petites recherches, elle en a parlé avec ses collègues. Il y en a quand même quelques-uns qui se sont demandé si c'était pas de la bipolarité, mais la grande différence était le fait que par rapport à la bipolarité et par rapport à la cyclothymie, c'était vraiment le fait que j'ai des changements d'humeur qui sont tous les quelques heures ou quelques jours et qui sont toujours reliés à un événement extérieur. Et donc elle m'a dit ça, et en effet, j'étais concernée dans le passé par les 9 symptômes du trouble de la personnalité borderline, donc ça correspondait complètement, et elle a exclu du coup le TDAH, car en effet la plupart des symptômes que j'avais et que j'ai sont là que depuis la fin de mon adolescence et non depuis mon enfance.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là et puis, ça montre bien aussi, toute l'importance, hein, du diagnostic qui va être posé. Ça me fait écho notamment au dernier épisode que j'ai pu enregistrer avec, une psychologue, hein, Angélique, qui nous parlait de la manière, dont le diagnostic, était posé et surtout, tous les objectifs qu'il y a derrière aussi pour accompagner au mieux, la personne dans son parcours de soins. Du coup, toi, tu dirais par rapport à ce diagnostic, est-ce qu'il te semble ajusté à ce que tu ressens? Alors ce diagnostic, clairement quand je l'ai appris, ça a été rude, ça a été, intense, c'est clair, mais j'avais la sensation au moins j'avais un côté très libérateur et déculpabilisant. Il y a des raisons, physiologiques et psychologiques derrière qui m'aident à comprendre et en effet, en fait, donc j'ai eu mon diagnostic début avril et littéralement 2 semaines plus tard, en 2 semaines, j'ai trouvé mon nom, mon pseudo, d'Instagram et mon logo et toute ma charte graphique et en 2 semaines, j'avais créé mon site et mon compte Insta. Ça faisait déjà un certain temps que que j'étais persuadée de pouvoir aider les gens à travers mon vécu et ce diagnostic, il a été, vraiment, comme une évidence en fait, c'était juste la petite pièce manquante du puzzle qui manquait pour, let's go for it Fio maintenant, on est là, on va aider les gens, quoi. Comment ça s'est passé avec tes proches, du coup? Comment est-ce qu'ils ont, compris, entendu, accueilli, ce diagnostic-là du trouble borderline? Donc quand j'ai appris le diagnostic, pour moi, ça a fait l'effet comme une bombe et quand il m'arrive quelque chose, quelle qu'elle soit, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'extérioriser le tout parce que, ça me fait un bien fou et donc j'ai de toute façon, j'ai lancé le site et donc j'en ai parlé à tout le monde, donc tout le monde était au courant, mes proches, enfin mes amis, ma famille, mes collègues de travail, mon boss. J'ai vraiment fait le choix d'en parler parce que c'est important pour moi qu'on parle de la santé mentale et qu'on déstigmatise ce trouble-là spécifiquement. Donc depuis, il y a des amis avec qui je suis plus proche, d'autres moins. J'ai pu entre guillemets «un peu faire le tri». Ça m'a permis d'y voir plus clair et j'ai vraiment de la chance d'avoir des proches en fait qui sont du coup depuis le diagnostic, j'ai l'impression beaucoup plus, bienveillants. Pas dans le sens qu'ils l'étaient pas avant, mais plus dans le sens que maintenant ils comprennent déjà parce que moi-même je comprends mieux et donc je peux mieux poser des mots sur mes mots et eux-mêmes, pareil, peuvent donc mieux comprendre et donc il y a beaucoup plus de non-jugement, de bienveillance et d'authenticité. Je pense notamment à mes parents qui, valident beaucoup plus mes émotions et je nous sens beaucoup plus proches depuis, mon diagnostic et donc ça c'est Mmh. super et par contre de l'autre côté, c'est vrai que, il y a d'autres personnes, peut-être des personnes moins proches, je pense notamment à certains de mes collègues de travail. De nouveau, bien sûr, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que certains, évitent le contact avec moi parce qu'ils ont peur de mal agir. Je sais que beaucoup de gens me disent souvent qu'ils doivent un peu marcher sur des œufs avec moi parce que une petite chose peut me faire me sentir rejetée très fortement facilement. Et donc j'ai la sensation que certaines personnes préfèrent le no contact pour éviter de dire quelque chose de mal. Sauf qu'en fait c'est la pire chose à faire, le no contact. Enfin, en tout cas pour moi, me sentant facilement rejetée, c'est horriblement difficile à gérer. Mmh. Avec ce que tu nous dis, on entend bien, du coup, toute l'importance et en même temps l'impact, des relations. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu déjà, du couple. On sait que le couple vient nous chercher en profondeur, hein, dans notre mode relationnel et notre mode d'attachement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ton propre parcours? Alors, le couple clairement, c'est la partie la plus compliquée pour moi à gérer de loin. Je l'ai toujours dit, un semi-marathon pour moi c'est plus facile que, un date limite. Parce que vraiment c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Donc j'ai pu me rendre compte que j'ai un style d'attachement désorganisé. Donc ça veut dire que j'alterne entre vouloir la fusion avec l'autre et me sentir étouffée très facilement. Donc j'ai vraiment une tendance à, au début je suis un peu méfiante et puis quand je me lâche pour de bon dans la relation et là, l'autre devient un peu comme une source d'addiction, ça devient même compliqué d'avoir, d'autres choses, de même le sport, la motivation pour tout le reste devient, difficile à gérer parce que, les émotions que peuvent me provoquer le couple sont tellement incroyables, tellement intenses, tellement, magiques que j'ai envie que de ça.
que j'ai envie de voir l'autre tout le temps, etc. Maintenant, ça commence à aller mieux, hein, mais à l'époque. Et puis, je vais demander à l'autre cette fusion, je vais avoir beaucoup d'attentes, je vais lui dire qu'il y avait beaucoup de critiques aussi envers l'autre, beaucoup d'attentes, beaucoup de tu et non un je, tu fais pas assez, etc. Et puis quand finalement l'autre, qui est très gentil et qui m'aime, fait des efforts, fait beaucoup d'efforts, là, en un coup, je me sens étouffée et du coup, je commence à douter. Est-ce que j'ai envie de continuer cette relation? Est-ce qu'elle me convient vraiment? Est-ce que je devrais pas plutôt être avec quelqu'un d'autre? Et là, il y a une perpétuité de doute en fait qui se crée jour et nuit. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai pris la bonne décision en étant avec cette personne? Donc, euh, donc oui, je pense que voilà, ça peut aller mieux au fur et à mesure, mais clairement, c'est de loin la sphère la plus compliquée à gérer de toutes les sphères de ma vie, de loin. Fio, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça va aujourd'hui et qu'est-ce que tu arrives à mettre en place pour vivre au mieux ton quotidien? Donc au quotidien, aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'émotions intenses et ça, je pense que ça ne partira pas. C'est qui je suis. Voilà, je suis quelqu'un d'intense, de passionné. J'ai régulièrement besoin de me ressourcer et donc c'est vraiment ce besoin constant d'écouter au maximum mon corps et de le respecter. Parce que si je ne respecte pas ce que me demande mon corps, c'est juste remettre à plus tard le besoin qui sera encore plus fort. Mais c'est clair que c'est pas toujours évident et j'accepte que voilà qu'il y a des moments où je suis down, qu'il y a des moments où j'ai besoin de pleurer et que c'est pas évident à vivre dans la vie de tous les jours. Et donc les outils que j'ai pu trouver qui m'aident à gérer mon trouble sont les suivants. Tout d'abord, clairement, c'est l'hygiène de vie. Donc c'est vraiment avoir une très très bonne hygiène de vie. Donc ça passe par, en l'occurrence, moi c'est peut-être un peu extrême, mais faire du sport facile 5 fois par semaine. Il y a la méditation. Donc la méditation m'aide à revenir à l'instant présent. Elle m'aide aussi à être consciente de quels sont mes besoins, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, qu'est-ce que mon intuition est en train de me dire. Il y a aussi, ouais, de manière globale, avoir un rythme sain, quoi. Donc faire attention aux heures de sommeil, faire attention à mon alimentation, boire un peu d'alcool, mais pas trop, de faire attention. En fait, je suis obligée de me fixer des limites parce que contrairement à la plupart des gens qui se diraient juste: «Oh, je prends une petite bière par-ci par-là», moi, si je me limite pas, je, me bourre la gueule, je vais faire mon compte Instagram Border Attitude, des créations de contenu pendant 12 heures, je vais arrêter de manger. Voilà, je suis obligée d'être stricte avec moi. Ensuite, ce qui m'aide au quotidien, c'est clairement le besoin, c'est parce que c'est un réel besoin d'extérioriser ces émotions qui sont trop intenses. Donc ça passe par déjà accepter l'émotion telle qu'elle est, l'accepter et accepter que là, dans l'instant T, c'est une émotion que je qualifie de désagréable, mais qu'elle va passer et que je ne vais pas en mourir. Donc accepter l'émotion, la vivre, vraiment me laisser vivre cette émotion qui est là en fait pour me dire quelque chose, l'extérioriser. Et l'extérioriser pour moi, ça passe soit par pleurer, donc le besoin d'évacuer via des larmes cette émotion, ou l'extérioriser à des proches. Et là, c'est comme si subitement tout ce qui était flou dans ma tête devenait très clair et que surtout c'était plus en moi. Et je peux alors reprendre ma vie tranquillement, on va dire ça comme ça. Donc il y a l'hygiène de vie, il y a l'extériorisation des émotions. Il y a aussi tout ce qui concerne la thérapie comportementale dialectique. Donc ça, c'est vraiment une thérapie qui est adaptée aux patients qui ont un trouble de la personnalité borderline. Et enfin, et là c'est en cours, dans le sens où je ne connais pas encore tout, je m'intéresse extrêmement fort au système nerveux et à sa régulation. Donc j'ai pu voir que les gens qui ont un trouble de la personnalité borderline ont en général beaucoup de traumas, soit des petits traumas, soit même un trauma complexe. Et en fait qu'on a un système nerveux en fait qui est complètement dérégulé. Et donc l'idée c'est de trouver des stratégies pour apprendre à réguler ce système nerveux. Donc ça passe par stimuler le nerf vague qui a un impact, qui a un lien vraiment très fort avec tout ça. Ça passe par la théorie polyvagale. Ça passe par ce que je suis en train de faire en ce moment qui s'appelle le neurofeedback dynamique, qui est une technique pareille pour apprendre à mieux gérer ses émotions et ses pensées. Et voilà, ça passe par faire plein d'exercices qui ont rapport avec la respiration, par exemple, pour apprendre à réguler le système nerveux. Et en fait, in fine, c'est se sentir plus en sécurité dans son corps. Donc par exemple, moi, une phrase qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, c'est que dès que je me sens dérégulée, je reviens à moi et je me dis, là, Fio, maintenant, tu es en sécurité avec toi-même.
là je suis en sécurité avec moi-même, je me fais confiance, je m'aime, j'écoute mon corps et tout va bien dans mon corps et je vais bien. Et ça me fait beaucoup de bien et ça m'apaise énormément. Une des méthodes en plus pour, aider dans la vie de tous les jours, c'est évidemment d'aller voir un psy, d'être suivi. Ça fait du bien déjà, ne serait-ce que ça, de pouvoir extérioriser, se sentir accompagné et si vous ressentez le besoin de passer par des médicaments, c'est super important de s'écouter et c'est pas un échec. Voilà, on arrive à la fin du coup de cette première partie de témoignage. Peut-être avant de conclure, qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi du coup aux proches d'une personne qui a un trouble de la personnalité borderline? Donc je me doute que pour tout proche qui a dans son entourage quelqu'un qui a été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline, ça doit être vraiment très dur parce qu'on a tendance à ne parler que des gens qui ont le trouble, mais en fait, pour l'entourage aussi, c'est vraiment très difficile. Moi, ce que je dirais, ce serait, avant tout déjà de valider les émotions de la personne qui a le trouble. Surtout pas dire des choses du style, «Tu exagères», de dire ouais, qu'elle exagère, qu'elle se victimise ou quoi que ce soit. Donc vraiment de valider la personne, d'utiliser beaucoup de bienveillance, d'être dans le non-jugement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et en même temps, paradoxalement, bienveillance, oui, valider les émotions, oui, et en même temps, fixer les limites. C'est super important de fixer ses limites parce que sinon, en tant que personne qui a un trouble borderline, on a vraiment tendance à aller prendre tout ce qu'on peut, comme en plus on a peur de l'abandon, qu'on a tendance à vouloir vérifier entre guillemets que l'autre tient vraiment à nous et va pas nous quitter. Et en plus de cela, ça passe, je pense, par beaucoup de communication. Donc, comme je disais, beaucoup de communication non violente, où on parle en je et pas en tu. Il faut que le proche, idéalement, ne prenne pas les choses personnellement, qu'il ou elle soit conscient que quand la personne borderline dit des choses, elle les pense pas vraiment. Et enfin, la dernière chose, ce serait de pas hésiter aussi à prendre du recul. Parfois, en tant que personne qui a un trouble borderline, on a des émotions tellement intenses que si on parle là maintenant tout de suite, on va juste dire des choses méchantes. Et donc ouais, c'est l'idée de parfois dire: «OK, là je vois que tu es en train d'être trigger, je te propose qu'on fasse un petit, cool down. Voilà, ne t'inquiète pas, je t'aime, tout va bien entre nous, mais on va peut-être essayer d'aller dans 2 pièces séparées pendant quelques minutes ou va faire quelque chose qui te fait du bien, va marcher et juste après on en reparle quand, ta rationalité aura pris un petit peu plus le dessus». Parce que là, tu es en tempête émotionnelle, quoi. Merci beaucoup Fio pour ton témoignage et aussi pour ta confiance à venir parler ici aujourd'hui au micro d'Hippocampe. Merci à toi et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir, parler avec toi pendant cet échange et j'espère que ça va vraiment pouvoir aider qui que ce soit. Dans cette seconde partie, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Marie est psychologue clinicienne et psychothérapeute en libéral et dans un hôpital à Paris. Elle est formée à la thérapie de pleine conscience, à la sophrologie, mais aussi à la thérapie comportementale et dialectique. Marie est également vice-présidente de l'AFTPB, l'Association française pour le trouble de la personnalité borderline. C'est une association qui a été créée par 4 psychologues il y a maintenant 1 an. Elle est destinée aux personnes concernées et propose des groupes de parole, des informations ressources sur le trouble borderline et à terme un annuaire de professionnels. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site www.borderline-aftpb.fr. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Alors pour débuter, mais aussi peut-être pour contextualiser un petit peu, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité ? Pour répondre à la question de ce qu'est un trouble de personnalité, j'ai envie de parler rapidement de la notion de fonctionnement, puisque la personnalité, c'est un fonctionnement. Un fonctionnement, ça se construit autour de 4 axes. Les pensées, les émotions, la dimension interpersonnelle et les actions. Donc les pensées, c'est toutes ces phrases qu'on se dit dans notre tête ou à voix haute sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur les situations, etc. Les émotions, ce qui les caractérise, c'est leur intensité, leur fréquence d'apparition, leur fréquence de changement, leur utilité, à quoi est-ce qu'elles servent dans une situation, qu'est-ce qu'elles nous font faire, etc. La dimension interpersonnelle, c'est les interactions avec les autres, les relations de façon plus générale avec les autres.
Et les actions, c'est ce qu'on fait. Et on peut se demander, dans un fonctionnement, est-ce que les actions, elles sont plutôt impulsives, un peu à chaud? Est-ce que elles ont pour vocation de surcontrôler quelque chose afin de nous rassurer? On peut se demander aussi, est-ce qu'on est en accord avec nos actions ou pas? Donc tout ça, ça représente un fonctionnement. Et là où on parle de fonctionnement, c'est que ces 4 dimensions, en fait, elles vont se renvoyer la balle. Elles vont interagir entre elles vont s'influencer entre elles. Par exemple, dans une situation compliquée, on peut être amené en tant qu'humain à ressentir une émotion désagréable qui va amener des sensations désagréables dans le corps. Et donc ça peut amener des pensées négatives, et puis ça peut amener des actions qui ont pour but de calmer un petit peu tout ça, de calmer tout ce qui se passe en nous. En tout cas, un fonctionnement, du coup, on l'appelle fonctionnement parce qu'il devient durable. C'est pas quelque chose qui apparaît en 2 jours et puis qui s'étouffe en 2-3 jours. Ça, potentiellement, vraiment, un fonctionnement, ça devient une tendance. Et alors, pour parler d'un fonctionnement qui serait troublé, qui serait pathologique, il faut quand même que ça remplisse quelques critères. Parce que la frontière entre le normal entre guillemets et le pathologique en psychopathologie, c'est pas aussi franc qu'une frontière entre 2 pays où ça y est, tu passes à un grand axe routier et puis t'es passé de la Belgique à la France. En psychopathologie, on va plutôt parler de quelque chose de l'ordre du curseur. C'est vraiment, il y a des intensités différentes, etc., etc. C'est pas je suis 100% troublé ou je suis 100% pas troublé, en gros. Donc les critères pour parler d'un fonctionnement qui est troublé, qui est de l'ordre du trouble, ce sont les 3 suivants. La rigidité. La rigidité, pour donner un exemple, c'est comme si une personne se rend compte que elle agit pas en fonction de ses valeurs, ou que la façon dont elle réagit à ses émotions, c'est pas hyper bon pour elle, ou qu'elle a des pensées négatives qui viennent très automatiquement et que ça l'aide finalement pas tellement. Pour autant, la rigidité, ça fait que ça devient difficile de réajuster spontanément ce fonctionnement-là, ou alors, quand bien même la personne aura envie de le faire, de réajuster ça, ça pourrait demander un gros effort, beaucoup d'énergie. L'autre critère, c'est le caractère envahissant. Ce fonctionnement, il peut devenir handicapant, et ce dans plusieurs domaines de vie. Professionnel, familial, amical, dans les relations amoureuses, dans la gestion des émotions, dans le rapport à soi. Et plus il vient envahir plusieurs domaines de vie, plus il paraît envahissant. Et enfin, le dernier critère de ce fonctionnement qui pourrait être rigide et envahissant, c'est qu'il va amener potentiellement beaucoup de souffrance à la personne qui vit avec. Donc pour résumer, un trouble de personnalité, c'est un fonctionnement de personnalité, d'émotions, de pensées, de relations interpersonnelles, d'actions, qui va apparaître rigide, envahissant, et qui va amener beaucoup de souffrance, et ça dans la durée. Et aujourd'hui, le DSM, il compte 10 troubles de la personnalité. Il y a vraiment quelque chose avec ce mot de personnalité, associé au trouble, au mot trouble. Trouble de la personnalité, c'est un mot qui apparemment peut faire peur, parce que il y a un peu un côté, tout le monde a une personnalité, tout le monde a un fonctionnement, et le mien, justement, il est troublé à 100%, quoi. Je suis un trouble sur pattes, en fait. Je suis une personnalité troublée sur pattes. Alors, avec les patients avec qui j'ai cette discussion, j'aime bien utiliser l'image de la mosaïque avec des petits carreaux qui représenteraient toute la multitude de nos traits de personnalité. Et oui, il y a des carreaux qui sont concernés par la rigidité, le fait que ce soit handicapant, envahissant, que ça amène de la souffrance. Et il y a aussi plein d'autres petits carreaux qui sont pas du tout concernés par ça. Donc ils sont pas concernés par le trouble. Et c'est ok, quoi. Ça montre bien que il y a des traits de personnalité, comme je sais pas, le fait d'être créatif, la timidité, qui sont pas forcément pathologiques parce qu'on a un diagnostic de trouble de la personnalité. Quand on a ce diagnostic, toute la personnalité n'est pas troublée à 100%.
Et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est une conclusion à laquelle on arrive très souvent quand j'ai cette conversation avec des patients. Et j'ai l'impression qu'elle fait du bien, cette conclusion. Donc j'avais envie de la rappeler ici. Merci Marie pour ces premiers éléments qui nous permettent de mieux comprendre déjà qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité. J'entends bien que cela veut bien dire que ce trouble concerne que certains aspects de la personnalité de la personne. C'est important de le rappeler, la personne n'est pas son trouble ni sa souffrance, même si la question du diagnostic, bien sûr, elle est importante pour mieux comprendre et aussi pour parfois déculpabiliser de ce que la personne aussi peut vivre. Tu l'as indiqué, il y aurait une dizaine de troubles de la personnalité. Aujourd'hui, on va faire un focus plutôt sur le trouble borderline. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité borderline et peut-être déjà pour commencer, quels sont ses symptômes ? Il y a 9 symptômes qui sont des critères diagnostiques du trouble de personnalité borderline. Et plutôt que de les présenter sous forme de liste, je propose peut-être qu'on les contextualise un petit peu. On parlait tout à l'heure de fonctionnement. Eh bien, dans des livres, dans des articles de littérature scientifique, on peut retrouver cette proposition que le trouble de personnalité borderline, ça pourrait être un fonctionnement en tout ou rien. Et là, ça nous amène à une première notion qui explique pas mal la majorité des critères diagnostiques, et cette notion, c'est l'instabilité. L'instabilité, on peut la retrouver dans 3 domaines de vie: l'image de soi, la relation avec les autres et les émotions. Donc l'image de soi, la façon de s'identifier, de se définir soi-même, eh bien on peut retrouver cette vision en tout ou rien quand on entend des patients nous dire là je me sens hyper compétent, hyper compétente dans tel domaine, et puis quelques heures après, quelques jours après, je me suis sentie hyper nulle dans le même domaine. Ou alors, quand on entend des patients et des patientes nous dire j'ai l'impression d'être une hyper bonne personne, et il y a d'autres moments, je me sens une très mauvaise personne. Et en fait, ce qui amène de la souffrance avec ce fonctionnement en tout ou rien sur soi-même, c'est d'être dans une position assez inconfortable. Si je reprends vraiment le vécu que mes patients m'expriment, une position assez inconfortable où il peut y avoir cette impression que c'est pas possible d'être les deux à la fois. C'est soit l'un, soit l'autre potentiellement. Et ça peut vraiment être compliqué à vivre. Ça peut être très fatigant d'osciller comme ça entre ces deux eaux. Et on peut retrouver du coup ce critère diagnostique du sentiment de vide qui peut être intense, qui peut durer dans le temps. Le DSM, il parle même de sentiment de vide chronique. Et puis ça peut aller jusqu'à un sentiment de perte de sens assez important, avec des doutes qui arrivent, des questions qui arrivent sur le sens de maintenir une relation amoureuse. Ça, Fio le disait très bien dans son témoignage, le sens de maintenir un travail, une vocation professionnelle, etc., etc. Le sens de maintenir des projets, d'aller au bout de certains projets aussi. L'instabilité peut aussi se manifester dans la relation avec les autres. À nouveau, on peut retrouver cette vision en tout ou rien, cette fois sur les autres, avec un symptôme assez connu dans le tableau clinique du trouble de personnalité borderline qui s'appelle le symptôme d'idéalisation-dévalorisation. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, une personne extérieure peut être vue par une personne concernée par le trouble de personnalité borderline comme super, vraiment peu d'ombre au tableau, et suite à un manquement de cette personne extérieure ou suite à une situation, par exemple la personne répond pas à un message, ne soutient pas comme il serait attendu qu'elle soutienne, etc. Eh bien cette personne, elle peut passer, nous on dit avec mes patients, du mauvais côté de la force, c'est-à-dire assez rapidement, elle peut être vue comme une mauvaise personne. La personne concernée par le trouble de personnalité borderline peut remettre en question
la personne dans sa quasi-entièreté, voire remettre en question la relation quasi depuis le début, hein, ça peut arriver. Et alors autant j'ai des patients qui font très facilement repasser la personne du bon côté de la force, autant il y a des personnes chez qui ça peut se conclure par un arrêt assez radical de la relation. Voilà, ça peut arriver aussi. Et puis ce qui va caractériser cette instabilité au niveau relationnel, c'est la grande peur de l'abandon. Et du rejet, hein, parce que je crois me rendre compte au fur et à mesure des années d'exercice que le rejet, ça peut être vécu comme un prémisse de l'abandon. Et alors le DSM, il précise bien que cette peur, elle peut concerner les abandons réels ou imaginés. Les abandons réels, ce serait lorsque, par exemple, la personne en face a menacé de quitter. Bon là, voilà, il y a quand même une phrase factuelle sur laquelle se reposer. Et imaginer, ce serait vraiment plutôt de l'ordre des interprétations, c'est-à-dire la personne fait quelque chose, et puis de son côté, la personne qui a peur d'être abandonnée va interpréter ça comme une menace d'abandon ou comme quelque chose qui peut amener à un abandon. Cette peur de l'abandon, elle va potentiellement amener un autre critère diagnostique, que sont les efforts dits effrénés. Et c'est vraiment le mot utilisé dans le DSM, et je crois qu'il est hyper bien choisi, parce que je le vois chez certains patients, ça peut demander beaucoup de temps, ça peut être hyper énergivore. Alors vraiment, ces efforts effrénés pour éviter l'abandon. Ça peut être de plusieurs sortes, hein, il y a plusieurs stratégies pour ça. Il peut y avoir la technique de la sursollicitation, comme pour un peu contrôler tout ce qui pourrait se passer, comme pour un peu essayer de minimiser toutes les chances d'abandon. Ça peut être la technique de l'évitement, de l'isolement, à savoir si la personne n'est pas en relation, n'est pas exposée aux menaces d'abandon, ça peut être potentiellement plus facile à vivre, quoique l'isolement sur le long terme ça peut quand même être handicapant, hein. Mais en tout cas voilà, il y a une forme de protection face à toute menace potentielle d'abandon. Et puis il y a la technique officieusement, en tout cas entre mes patients et moi, appelée la technique de l'autosabotage, à savoir s'il y a une menace d'abandon réelle ou imaginée, la stratégie, ça peut être d'abandonner avant. Au moins, il y a le côté je rejette et j'abandonne, et ce n'est pas moi qui suis rejetée ou abandonnée. Toutes ces stratégies ont des avantages et des inconvénients. Pour le moment, on n'a jamais eu l'occasion avec des patients de les classer par ordre d'efficacité ou quoi, parce qu'en plus c'est vraiment du cas par cas, et une personne peut faire les trois en plus, hein. Une même personne peut faire les trois. Toutes ces stratégies d'évitement de l'abandon, toutes ces tentatives d'éviter l'abandon, souvent elles nous permettent d'observer dans le trouble de personnalité borderline un style d'attachement plutôt de l'ordre du style d'attachement désorganisé. Enfin, cette instabilité, elle va se manifester au niveau émotionnel. On parle de dysrégulation émotionnelle. Alors ça, c'est la tendance à avoir des émotions qui peuvent changer souvent, changer rapidement, dans une même journée, dans une même heure, sur quelques jours, et donc des émotions qui vont être vécues très intensément. Et la dysrégulation émotionnelle, c'est aussi la tendance à avoir des difficultés à identifier les émotions, à les réguler, à les faire redescendre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez souvent présent. Et pour illustrer la dysrégulation émotionnelle, avec mes patients, on utilise souvent l'image des vagues pour parler des émotions. Et c'est pas nous qui l'avons inventée, hein, c'est même une image qui est assez reprise en thérapie comportementale dialectique à laquelle je suis formée. Mais vraiment pour dire, avec mes patients, quand on parle de vagues, on parle rarement de vagounettes, quoi. C'est vraiment la grosse vague sur laquelle on va essayer d'apprendre à surfer, quoi. Et lorsqu'on est vraiment sur, même plus de la vague, mais plutôt du raz-de-marée, on rentre dans des périodes, dans des pics de détresse émotionnelle, avec le sentiment de se faire submerger par cette vague, d'avoir l'impression qu'on peut pas faire grand chose pour que ça s'arrête. Et c'est souvent ces gros moments de vague qui vont déclencher des épisodes de dissociation, qui peuvent aller de léger à modéré, à intense, hein, en fonction des personnes et des situations. Mais en tout cas, ça, c'est un critère diagnostique à part entière également. Et pour finir, sur l'axe des émotions, on retrouve le critère de la colère.
Dans le DSM, ce critère de la colère, cette colère en tout cas, elle est définie comme vécue et exprimée intensément avec une difficulté à la réguler et comme étant potentiellement inappropriée. Alors cet avant-dernier critère diagnostique, symptôme qui est la colère, il est effectivement pas là pour rien. Moi j'ai plein de patients pour qui, oui, la colère c'est un vrai sujet, la gestion de la colère c'est un vrai sujet. Pour autant, il m'arrive d'entendre et de lire des choses du genre les borderline sont violents, agressent les gens. Et moi, ça, j'ai quand même un petit problème avec ça. Alors, bien sûr, je dis pas que ce cas de figure n'existe pas. Oui, j'ai déjà personnellement rencontré quelques patients qui avaient effectivement ces difficultés-là. Donc mon but ici, c'est pas du tout d'invalider le vécu de proches et de familles de personnes borderline à qui c'est arrivé. En revanche, j'ai quand même envie de rappeler que je rencontre quand même beaucoup plus de cas de figure où cette colère, en fait, elle se manifeste à travers le fait de se faire du mal à soi-même. Ou alors de cas où cette colère, elle peut être hyper intériorisée finalement, à travers des ruminations, jusqu'à aller vers des idées noires. Donc c'est juste des profils que je crois qu'il est important de ne pas oublier. Oui, c'est possible que ça existe, les profils de personnes borderline et violentes. Et à la fois, il y a aussi plus de profils de personnes qui se font du mal à elles-mêmes ou qui intériorisent cette colère pour finalement finir par se faire du mal à elle-même quand même, ne serait-ce que par les ruminations. Et que le raccourci, le borderline est une personne violente, et il peut faire beaucoup de mal aux personnes concernées, mais aussi aux proches. Enfin, la stigmatisation, ça peut toucher un large panel de personnes. En tout cas, ça me fait quand même une petite transition pour parler du dernier critère diagnostique qui est l'impulsivité. Dans le trouble de personnalité borderline, on peut retrouver assez fréquemment même des comportements addictifs, des comportements de prise de risque pour soi-même, des stratégies de gestion émotionnelle plutôt liées à la nourriture, aux dépenses excessives aussi. Toutes ces choses qui sont des façons souvent très automatiques pour les personnes de faire baisser leurs émotions sur le court terme, mais souvent qui portent quand même des conséquences assez négatives par la suite. On peut aussi parler des automutilations et même des tentatives de suicide, parce qu'il faut quand même le rappeler, les études le montrent depuis un bon bout de temps même, puisque c'est même à l'origine de base de la création de la thérapie comportementale dialectique. C'est une population, la population borderline, qui est quand même très concernée par les automutilations et par les risques de tentatives de suicide. C'est important ce que tu dis là, et en même temps c'est un sujet qui est délicat, qui est parfois même activant pour certaines personnes. Peut-être rappeler ici, si on a des auditeurs, des auditrices qui sont concernés, eux-mêmes ou leurs proches d'ailleurs, qu'il est possible d'appeler le numéro national de prévention du suicide qui est le 3114. Peut-être, avant de continuer, simplement indiquer que parfois on entend parler de personnalité limite. C'est en effet un terme qui est différent, mais qui vient bien également définir le trouble de la personnalité borderline. Et d'ailleurs, quand on traduit borderline, on a comme résultat les mots limite ou même frontière, ce qui semblerait bien correspondre aux éléments que tu nous as donnés sur ce trouble. On a entendu beaucoup de choses dans le témoignage de Fio, des ressentis extrêmement forts, des ressentis d'angoisse, des difficultés relationnelles, notamment dans le couple. Quelles sont les difficultés principales auxquelles sont confrontées les personnes qui sont atteintes d'un trouble de la personnalité borderline au quotidien ? Alors, comme je me sens pas légitime pour répondre à cette question toute seule, je vais plutôt me faire la voix des personnes concernées avec qui j'ai la chance d'échanger au quotidien. Et on retrouve plein d'éléments qu'on a déjà entendus dans le témoignage de Fio. Il y en a plusieurs des difficultés au quotidien, et à la fois celle qui ressort beaucoup, régulièrement, c'est la question de l'invalidation. Alors pour comprendre ce que c'est l'invalidation, peut-être que ça peut être cool de dire ce qu'est la validation,
pour donner une définition littérale de ce que c'est le fait de reconnaître les émotions, les pensées et les comportements d'une personne. Et de reconnaître que ces émotions, ces pensées, ces comportements sont compréhensibles et ont des causes. En fait, c'est accueillir la réalité de l'autre, quand bien même c'est pas la nôtre. Et dans la validation, il y a vraiment cette notion de personne n'a raison. Et à la fois, tout le monde a raison. Personne n'a raison parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de ressentir quelque chose. Et à la fois, tout le monde a raison parce que tout le monde est légitime d'avoir ressenti ce que il, elle a ressenti. Donc c'est vraiment ça, la validation. C'est quand bien même, moi, j'ai pas ressenti la même chose que toi dans une situation, j'essaye quand même de, au moins d'écouter et potentiellement de comprendre pourquoi toi tu l'as ressenti comme ça. Et en conclusion, c'est sans jugement. C'est juste le noter. Ah ok, donc toi tu l'as ressenti comme ça. D'accord, ok. Je le comprends. Je le vis toujours pas, hein, mais je le comprends. À minima, je l'écoute et je le laisse exister. Et l'invalidation, ah bah c'est le contraire et ça peut se manifester dans des injonctions du type tu devrais pas ressentir ça. Mais non, sois pas triste. Ou bah ça n'a pas de sens que tu sois toujours en colère pour une situation qui s'est passée il y a 2 jours. Mais en soi, la personne qui le dit, ben c'est ce qu'elle ressent. Alors pour elle, ça n'a pas de sens. C'est vrai. Et à la fois le dire, eh ben ouais, malheureusement c'est invalidant parce que la réalité de la personne en face, c'est que elle est toujours en colère 2 jours après, peut-être de l'injustice qu'elle a vécue ou en tout cas de la situation que elle a trouvée injuste. Bon, moi, ce que je crois voir quand même très souvent chez les proches des personnes que j'accompagne, c'est que l'invalidation, elle peut être plus maladroite que malveillante. Très souvent, il y a de bonnes intentions sous l'invalidation. Par exemple, avec l'injonction « mais non, sois pas triste », la personne qui le dit, elle a réellement l'intention d'apaiser la tristesse de la personne à qui elle le dit. Je crois que nous sommes les mieux placés pour savoir ce qu'on ressent. Donc quand quelqu'un vient nous dire « mais non, c'est pas ça que tu ressens » ou « tu devrais pas le ressentir », bah ouais, bien sûr que ça peut être dur à recevoir. Quand bien même c'était fait avec des bonnes intentions. Ça peut aussi venir dans les situations où en fait l'entourage se sent hyper démuni. Bah, par exemple, face à une crise, l'invalidation dans certains environnements, dans certaines familles, ça peut aussi être le dernier recours où en fait l'accompagnant se sent complètement impuissant, complètement démuni et ne sait plus quoi dire, quoi faire. Et il y a comme chez certaines de ces personnes face aux crises une envie comme un besoin d'étouffer très vite l'émotion parce que ça submerge aussi la personne qui le voit en fait. Et là en fait ce que je dis depuis tout à l'heure c'est que en invalidant souvent les proches pensent bien faire et que en tout cas les proches font très souvent du mieux qu'ils le peuvent avec les infos qu'ils ont et celles qu'ils n'ont pas. Pour autant, j'entends que cette phrase, elle a besoin d'être nuancée, parce que pour l'avoir déjà vécue, notamment plutôt avec les patients qui ont vécu de la maltraitance et des traumatismes durant leur enfance, bah, je sais que cette phrase, elle peut faire mal. Pour continuer, est-ce que tu pourrais nous dire si l'on connaît les facteurs de risque ou les déclencheurs qui pourraient participer à l'origine de ce trouble ? Alors, pour répondre à cette question, la psychologie, elle se tourne vers une hypothèse biopsychosociale. Et c'est le cas pour beaucoup de troubles, hein, d'ailleurs, pas que le trouble de personnalité borderline. Cette hypothèse biopsychosociale, ce qu'elle propose, c'est qu'il y aurait une transaction entre plusieurs facteurs. Donc dans le mot transaction, il y a vraiment le côté donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire l'influence, elle est mutuelle. Hein. Et ces facteurs, ils sont biologiques, psychologiques et sociaux, donc environnementaux. Dans le cadre du trouble de personnalité borderline, l'hypothèse aujourd'hui par rapport aux facteurs biologiques, ce serait
quelque chose qui se passerait en tout cas au niveau de la zone du cerveau qui gère les émotions et celle qui gère l'impulsivité. Par facteur psychologique, on entend les stratégies de gestion émotionnelle, l'estime de soi, les croyances sur soi, sur les autres, sur le monde, l'influence que ces croyances ont sur les comportements et comment est-ce que tout ça, ça vient se renvoyer la balle et participer à la création du fonctionnement de la personne sur la durée. Et pour ce qui est des facteurs sociaux, on entend aussi bien nos interactions, nos apprentissages émotionnels auprès de nos parents, donc à nouveau avec l'idée que s'il y a de l'invalidation ou s'il y a par exemple de la surprotection, donc c'est deux choses qui pourraient empêcher de se confronter à ses propres émotions et donc apprendre à les gérer, et bien ça peut participer au facteur social, mais c'est pas que forcément auprès des parents qu'on crée ça, c'est aussi à travers les apprentissages émotionnels et relationnels qu'on a de par nos maîtres, nos maîtresses à l'école, nos copains, nos copines à l'école, et même de façon plus générale dans la culture et la société dans laquelle on grandit et on évolue. Il y a aussi l'influence des événements de vie marquants qu'une personne peut avoir dans toute son histoire de vie et qui vont venir s'imbriquer dans tout ça. Donc c'est vraiment l'idée avec cette théorie biopsychosociale, c'est vraiment faire l'hypothèse que il y aurait une transaction entre au moins un de ces deux facteurs. C'est-à-dire c'est pas seulement du fait que la personne ait peut-être une hypersensibilité aux émotions, c'est pas seulement parce que la personne a peut-être vécu de l'invalidation dans ses relations proches en étant petite, c'est pas seulement à cause d'un événement marquant, c'est que potentiellement il y a transaction entre au moins deux de ces facteurs-là, quoi. J'entends dans ce que tu dis qu'il peut donc y avoir des événements de vie marquants et que ceux-ci peuvent parfois participer, en tout cas de près ou de loin, au déclenchement du trouble. Quelle serait donc la différence entre un trouble de stress post-traumatique complexe et un trouble de la personnalité borderline ? Effectivement, dans la clinique, donc au contact des patients, il y a une majorité de personnes à qui il a été posé un diagnostic de trouble de personnalité borderline qui présentent aussi un trauma complexe. C'est indéniable. Et à la fois, il y a aussi une minorité de personnes pour qui c'est pas le cas. Dans la théorie, les deux listes de symptômes ont plein de points communs, de points similaires. Et pourtant, c'est pas du copier-coller non plus, dans le sens où même des symptômes dont le nom est le même ne semblent pas s'exprimer de la même façon. Par exemple, la dysrégulation émotionnelle, dont on a parlé un peu plus tôt. Et dans le trauma complexe, il semblerait plutôt que ça se manifeste fréquemment par un engourdissement des émotions, de façon assez chronique, alors que dans le trouble de personnalité borderline, il semblerait qu'on parle plutôt de labilité émotionnelle, donc des émotions qui paraissent très changeantes et vécues intensément. Autre exemple, pour l'image de soi. Dans le trauma complexe, il semblerait qu'on observe plutôt un sentiment assez stable de honte, de culpabilité, alors que dans le trouble de personnalité borderline, comme on disait avant, il va souvent y avoir une vision très instable de soi. Donc c'est par une multitude d'exemples de ce type qu'on pourrait encore dire aujourd'hui que ce sont deux troubles différents. Les études récentes, elles semblent quand même montrer que autant le trauma complexe pourrait souvent survenir en l'absence de symptômes de troubles de personnalité borderline, le trouble de personnalité borderline, lui, il surviendrait quand même souvent avec des symptômes de trauma complexe. Pour les personnes qui ont les deux, concrètement, les études semblent aller vers plusieurs hypothèses. Une première hypothèse explicative de l'ordre du continuum entre les deux troubles, qui irait d'abord d'un trouble de stress post-traumatique développé via des événements durant l'enfance, l'adolescence, vers un trauma complexe qui se finaliserait par le développement d'un trouble de personnalité borderline. Il existe aussi une autre hypothèse, ceci dit, c'est que le trouble de personnalité borderline pourrait se développer en dehors d'un vécu traumatique, et du coup pourrait favoriser la sensibilité face aux événements, favoriser le vécu traumatique, et donc l'émergence d'un ou des deux troubles de stress traumatique.
C'est encore au stade d'hypothèse, tout ça. Il semblerait que de prochaines études pourraient même prendre en compte d'autres facteurs en plus. Donc la recherche va continuer, on va rester connecté et on va se tenir au courant de tout ça. En tout cas, ça promet d'être intéressant et d'orienter encore plus précisément et spécifiquement les prises en charge. Et donc en parlant de prise en charge, on en vient du coup à la question du soin. Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques ou des approches thérapeutiques spécifiques qui se sont avérées efficaces pour accompagner les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline ? Alors, les études qui se sont penchées sur l'efficacité des psychothérapies dans l'accompagnement des troubles de personnalité et notamment du trouble de personnalité borderline montrent des résultats qui vont dans le sens d'une bonne efficacité concernant la thérapie des schémas, la thérapie comportementale dialectique, les thérapies comportementales et cognitives et les thérapies basées sur la mentalisation. Alors, celle dont je peux le mieux parler, puisque c'est celle à laquelle je suis formée, c'est la thérapie comportementale dialectique. Donc, juste pour donner un exemple de thérapie qui est recommandée dans l'accompagnement d'un trouble de personnalité borderline. Dans cette thérapie, on va travailler des outils, d'abord des outils de pleine conscience pour pouvoir apprendre à observer, à identifier nos émotions, leur intensité, leur fonction, etc., etc. Aussi apprendre à les accueillir sans les juger, sans se dire est-ce que c'est bien ou mal de les ressentir, sans s'invalider, justement, sans s'auto-invalider, mais plus essayer de les comprendre que de les juger. Et puis, par la suite, on va avoir des outils de régulation émotionnelle, où déjà, à la base, on va travailler sur nos pensées. Donc, pareil, identifier si on a des interprétations, si on fait des biais cognitifs, quelle influence ça a sur l'intensité de nos émotions. Donc, en fait, on va faire de la restructuration cognitive, c'est comme ça qu'on appelle ça dans les thérapies cognitives et comportementales. Et suite à ça, on peut avoir des outils de résolution de problèmes, des outils d'exposition, des outils où on va essayer de changer en fait notre comportement, on va faire de l'activation comportementale. On a aussi tout un module où on travaille des outils pour passer les crises sans les aggraver, en fait passer les crises émotionnelles de façon la plus efficace pour nous, de façon la plus en accord avec nous-mêmes et surtout d'une façon qui réduira les conséquences négatives à long terme. Donc pour faire passer cette crise, quoi. Et dans un dernier module, on voit des outils d'efficacité dans les relations interpersonnelles. Donc en termes d'affirmation de soi, de comment faire une demande, de comment faire passer ses limites avant celles des autres, ou quand on le souhaite, quand on est en accord avec ça, faire passer les besoins de l'autre avant les nôtres. D'accord. Et du coup, par rapport au traitement médicamenteux, est-ce qu'il y a des choses qui sont indiquées par rapport à ça ? Alors, aujourd'hui, ces mêmes études qui montrent l'efficacité des psychothérapies, c'est vrai que des fois, elles questionnent la variable médicament, pas médicament. Et il semblerait que dans le cadre d'un trouble de personnalité, qu'il soit borderline ou pas, ou en tout cas dans la même famille que le trouble de personnalité borderline, dans le même cluster, on dit, il semblerait quand même que la première intention thérapeutique, ce soit la psychothérapie. Alors que c'est pas forcément le cas avec d'autres troubles. Mais là, il semblerait que c'est le cas. Donc les médicaments, ça viendrait plutôt en complément. Mais ça, alors je ne suis pas médecin, je vais respecter la limite de mon boulot. Tout ce que je peux dire pour en avoir discuté avec des collègues psychiatres et pour voir aussi à quel point ça peut aider ou pas certains patients, c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire il y en a qui en ressentent le besoin et qui vont les demander, il y en a qui en ressentaient pas spécialement le besoin, mais après discussion avec le psychiatre, oui, finalement ils y voient un sens, ils y voient un intérêt.
Il y a des personnes à qui telle molécule fait beaucoup de bien et celle-ci en fait moins, et puis encore une autre marche peut-être pas. Enfin voilà quoi, c'est vraiment du cas par cas, mais au même titre que la psychothérapie, hein. Il y a des outils et des psys qui conviennent très bien à certains patients, alors qu'ils conviendraient pas à d'autres. Donc c'est vraiment du cas par cas, et c'est pour ça hein, que le parcours thérapeutique parfois peut être long et fatigant. C'est que ça nécessite de faire de l'apprentissage aussi par essai, quoi. Merci Marie pour ces éléments concernant les prises en charge qui peuvent être pertinentes pour accompagner ces personnes. On l'a vu tout à l'heure, donc les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité borderline peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés et notamment des difficultés dans leurs relations interpersonnelles. Du coup, quels sont les défis pour les soignants, pour les professionnels de la santé mentale, dans l'accompagnement qu'ils vont mettre en place avec ces patients? Alors, je sais pas si je peux répondre au nom de tous les professionnels de santé mentale qui accompagnent le trouble de personnalité borderline. Donc, pour faire plus simple, je vais répondre en mon nom. Le premier défi spécifique, c'est la relation thérapeutique. On l'a vu, dans le trouble de personnalité borderline, il semblerait que les relations interpersonnelles, ce soit un sujet avec un grand S. Et il se trouve que la relation thérapeutique, moi en tout cas, je trouve que c'est une relation avec un grand R. Parce que dans la relation thérapeutique, il peut se jouer plein de choses, du côté du patient comme du côté du psy, et à la fois, c'est un super levier de travail. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études à la fac, et c'est vraiment une notion à laquelle j'ai adhéré. C'est vraiment l'idée selon laquelle, peu importe l'orientation thérapeutique qu'on choisit, avec laquelle on a des affinités, à laquelle on se forme en tant que psy, peu importe les outils auxquels on se forme, notre outil commun à tous les psys, c'est l'alliance thérapeutique. Et dans le trouble de personnalité borderline, je trouve que ça a toute sa place, cette notion-là, parce qu'il peut se jouer énormément de choses. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, par exemple, du symptôme dévalorisation, idéalisation. Il m'est déjà arrivé, moi, en tant que psy, de faire l'objet de ce symptôme-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui me voyait comme une psy absolument géniale, hyper rigoureuse, hyper compétente, avec qui, en plus, on pouvait à la fois être écouté et à la fois rigoler de temps en temps pour que la séance elle soit quand même cool et tout. Je peux avoir, je sais pas, il m'est arrivé d'avoir du retard, de pas répondre à un message rapidement, voire même d'avoir un délai de réponse de quelques jours, etc. Il m'est arrivé de temps en temps de passer du mauvais côté de la force. Et c'est ok, c'est hyper intéressant parce que du coup ça m'amène moi à mettre en place des outils que je propose aussi aux patients. Donc ça permet en plus de faire un peu de façonnage parce que du coup je le fais devant eux. Quand à la séance d'après on fait un peu de réparation de la relation, moi je peux aller observer mes émotions, je peux les exprimer devant la personne, dire voilà, ça me fait ressentir ça, et puis alors j'ai telle pensée, et puis telle pensée, là c'est plutôt un fait, mais là c'est plutôt une interprétation, donc vous savez quoi, ce que je vais mettre en place, c'est de la résolution de problème, ou c'est telle petite action, par exemple, je vais vous demander plutôt, voilà, moi j'ai pensé ça, j'ai pensé que vous aviez pensé ça. Alors qu'est-ce que vous avez pensé finalement? En fait, je trouve que c'est autant ça peut être haut en couleur, la relation thérapeutique, en accompagnant les troubles de personnalité borderline. De temps en temps, je dis pas avec tout le monde, bien évidemment, mais ça peut l'être. Et à la fois,
c'est aussi source d'une énorme richesse. Voilà, moi je m'ennuie rarement quand je travaille et c'est trop cool. Enfin moi j'aime ça en tout cas, ne pas m'ennuyer au travail. Et il y a aussi de très beaux moments. Par contre quand il y a des beaux moments, ils sont très beaux. À l'image de l'intensité en fait qui est ressentie par les personnes. C'est autant peut y avoir des moments difficiles, voire très difficiles dans la relation, autant il peut aussi y avoir de très beaux moments où bah voilà on a bien bossé sur un truc ce jour-là, ou alors il y a une super belle prise de conscience de la part de la personne, où on a une réflexion trop cool sur quelque chose et où bah ouais ça peut être émouvant quoi. Donc bon, le but c'est pas de tomber en sanglots très chauds face à la personne, mais en tout cas c'est ok de montrer, d'exprimer certaines des émotions qu'on ressent et d'être authentique dans notre authenticité, de pouvoir s'adapter aux différentes personnes qu'on voit au cours de la journée, parce que bah, ce qui participe aussi à ce défi relationnel en accompagnant le trouble de personnalité borderline, je trouve en tout cas, c'est que bah, y a des personnes qui peuvent être très interprétatives de notre non-verbal, d'un ton de phrase qu'on a utilisé, et du coup, bah, de pouvoir débunker ça tout de suite dans le cabinet, au sein de la relation, et bah, je trouve que c'est trop riche par rapport aux outils qu'on utilise et qu'on aimerait qu'ils utilisent par la suite pour, on l'espère, pouvoir bah, parcourir leur parcours de rétablissement de plus en plus, quoi. Le deuxième défi que je vois et qui moi m'a beaucoup impressionné et m'a fait me poser beaucoup de questions, bah, c'est la question des pensées suicidaires, des crises suicidaires, voire des tentatives de suicide. Et pour ça, un outil qui m'a énormément aidé parce que rassuré aussi et parce que ça devenait un vrai levier de travail dans la thérapie, outre les outils effectivement de tolérance à la détresse qu'on partage dans le cadre de la thérapie comportementale dialectique, mais en plus, il y a vraiment cet outil qui s'appelle mon kit GPS, qui sont en fait des mesures anticipées en psychiatrie, qui a été créé par deux psychologues, si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien qu'elles sont psychologues. C'est téléchargeable sur le site de la Psycom, ça s'appelle Mon Kit GPS, ce sont des mesures anticipées, justement, pour pouvoir travailler en amont avec le patient sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites, quel droit vous donnez à qui de faire quoi pour vous aider ou pas dans les moments de grosses crises. Et s'il y a hospitalisation, on en parle avant, qui pourrait faire quoi pour vous aider, etc. Et moi, j'aime vraiment beaucoup travailler avec cet outil-là, parce que je le trouve assez complet. Merci pour cet outil qui peut être utile à de nombreuses personnes. Et je rebondis peut-être rapidement sur ce que tu nous as dit juste avant, que je trouve vraiment important. Il peut y avoir stigmatisation quand on vit un trouble psychique et comprendre que les choses sont parfois plus complexes qu'on les imagine aide aussi, je trouve, à remettre de l'humanité dans notre manière de comprendre et d'appréhender l'autre, d'ailleurs qu'il y ait trouble ou absence de trouble. Pour conclure, Marie, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots, quelques minutes, cette association donc, dans laquelle tu es investie, qui est l'AFTPB? L'association dont je fais partie s'appelle l'Association française pour le trouble de la personnalité borderline. C'est une association qu'on a ouverte ça va faire tout juste 1 an, en début janvier, avec 3 super collègues, Manon Baudouin, Anaëlle Derval et Andrea Fernandez. Alors il y a plusieurs missions avec cette association. C'est déjà de pouvoir proposer un annuaire de thérapeutes. Ça va être notre mission pour 2024, de bien enrichir cet annuaire. Donc on va faire une grosse recherche en termes de réseau. L'autre mission, c'est une mission de psychoéducation. Donc on essaye au maximum de rédiger des pages sur le trouble de personnalité borderline,
la pérédance, les thérapies qui existent, etc., etc. On a aussi une mission d'orientation, à savoir que nous, on n'est pas une institution de soins, de prise en charge. Donc le but, pareil, ce serait de pouvoir enrichir la page sur laquelle on peut voir les adresses des hôpitaux, les adresses des institutions qui connaissent bien le trouble de la personnalité borderline et qui proposent des prises en charge adaptées. Et ce, on l'espère, dans toute la France. L'autre mission qu'on propose, c'est une mission de complément thérapeutique, dans le sens où, encore une fois, nous, on propose pas de la prise en charge, c'est-à-dire c'est pas parce que on participe à des ateliers ou à des choses dans le cadre de l'association qu'on peut dire qu'on est pris en charge. Pas du tout. Tout ce qu'on propose ne se substitue absolument pas à une prise en charge, qu'elle soit à l'hôpital ou en libéral, individuel ou de groupe. Vraiment pas du tout. Donc nous, c'est vraiment du bonus. Et par là, on entend la mise en place, c'est la première chose qu'on a mise en place là cette année, c'est les groupes de parole. En visio pour pouvoir toucher le plus de monde partout en France. Donc le principe d'un groupe de parole, c'est vraiment du partage d'expériences entre pairs. Donc l'idée, c'est de se sentir moins seul, c'est de partager son vécu, c'est éventuellement entre usagers de se donner des petites astuces par rapport à des contacts de soignants, par rapport à des lieux de soins, par rapport à des ressources, qu'elles soient médias, qu'elles soient de gestion émotionnelle, etc., etc. Et on espère un moment ouvrir des ateliers thérapeutiques, pareil, qui ne seront pas substitutifs à une thérapie, qui seront vraiment du bonus sur des thématiques très précises, sur la base de quelques ateliers, quelques heures, hein, donc vraiment toujours pas des suivis et ce sera toujours pas dans la durée, donc c'est vraiment du bonus. Et enfin, on espère au bout d'un moment pouvoir ouvrir des intervisions entre professionnels. Voilà, ça ce serait super. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le dernier épisode de la saison 1 où nous parlerons de la question de la stigmatisation. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram hippocampe-podcast où vous pourrez suivre les actualités d'Hippocampe, mais également retrouver d'autres ressources sur les thématiques abordées dans les podcasts. À très vite.